Nous sommes en Corse, à la fin du printemps. Aurore, 26 ans, et Marc, 32 ans, ont choisi l'île de Beauté pour leur lune de miel. Ce jour-là, ils font escale dans la petite ville de Calvi. Sur le port, ils dînent dans un cadre romantique, un restaurant avec vue sur la baie. Aurore et Marc sont mariés depuis 2 mois. C'est elle qui aurait choisi ce voyage de noces. La jeune mariée voulait découvrir la Corse, ses montagnes, ses villages et ses paysages de cartes postales. Après ce tête-à-tête en amoureux, Aurore et Marc montent sur les hauteurs de Calvi, à la chapelle Notre-Dame de la Serra. Une chapelle où les amoureux viennent admirer le coucher du soleil d'un côté et puis la baie de Calvi qui s'illumine tout doucement dans la nuit. Donc c'est un lieu romantique de prédilection. À la chapelle, les amoureux profitent du coucher de soleil, prennent quelques photos et choisissent même les noms de leurs futurs enfants. À la nuit tombée, vers 21h30, Aurore et Marc reprennent la voiture pour rejoindre leur hôtel. Sans le savoir, les amoureux font fausse route. Ils s'engagent par erreur sur la départementale CD 81. Sinueux, escarpé, ce chemin de bord de mer est surnommé la route aux 300 virages. Lorsqu'au détour de l'un d'entre eux, in extremis, Aurore parvient à s'extraire de la voiture juste avant la chute. Marc n'a pas cette chance. Sa balade nuptiale se termine en bas d'une falaise, 140 mètres plus bas. Aurore est sous le choc, mais elle est en vie. Emportée par son amour, la jeune femme se lance dans une aventure totalement folle. En pleine nuit, Aurore s'engage dans un sentier escarpé pour tenter de porter secours à son mari. Elle va trouver Marc dans le véhicule et elle va le sortir en le tirant par les jambes, l'amener jusqu'à la mer, le rincer. Marc gît au bord de l'eau. Est-il encore en vie? Grièvement blessé ou seulement inconscient? Est-il possible de survivre à une chute de 140 mètres? N'écoutant que son courage, Aurore affronte de nouveau la falaise pour alerter les secours, comme elle le dira plus tard. Il est 1h du matin, 3h30 après l'accident. Les pompiers de Calvi arrivent sur place. Aurore, la jeune mariée, est en état de choc, hystérique. Elle nous dit discutez pas, allez le chercher, il est vivant, il est en bas. Elle nous engueule, quoi. Elle veut qu'on sauve son mari. Immédiatement, les pompiers se rendent au bord de l'eau pour secourir Marc. Mais la nuit noire et le relief escarpé rendent leur progression difficile. Il faudra aux pompiers plus d'une demi-heure pour localiser enfin la voiture. Le corps de Marc est introuvable. Il y a dans l'habitacle des traces de sang, de cuir chevelu. Moi, sur le moment, je suppose que la personne est vivante et qu'elle s'est déplacée. Les recherches se poursuivent autour du véhicule lorsqu'un détail attire l'attention des secouristes. Je regarde par terre, on voit qu'il y a du sang qui a goûté jusqu'au niveau de la mer. Et là, j'éclaire avec ma lampe, mais je ne vois pas s'il y a un corps dans l'eau. Exténués par une nuit sans fin, les secouristes sont sur le point d'abandonner. Il est presque 6h du matin, lorsque les plongeurs appelés en renfort donnent l'alerte. Donc on commence à remonter, et au même moment, il y a les plongeurs qui me disent « On vient de voir le corps, il est juste devant l'endroit où il y a la voiture. » Au petit matin, ce 11 mai 1995, le corps de Marc est repéré à quelques mètres du véhicule, dans un bras de mer, par 3 mètres de fond. Les sauveteurs remontent le corps de Marc à la surface. Ils ne peuvent malheureusement que constater
qu'il est trop tard. Pour nous, il nous paraît évident que c'est un accident. La gendarmerie conclut à un tragique accident de la route et classe l'affaire. Dans les jours qui suivent, le corps de Mark Van Beers est rapatrié dans son pays, la Belgique. De son côté, Aurore, la jeune veuve, est anéantie. Incapable de faire face au deuil, elle est hospitalisée pendant plusieurs jours dans une clinique spécialisée de Bruxelles. Inconsolable, Aurore Martin se replie sur elle-même, se coupe totalement du monde. Et là, bien évidemment, sa belle famille se rend à son chevet. Et pour la soutenir, c'est une épreuve terrible. Elle vient de perdre son mari, c'était le voyage de noces. Et donc on lui a presque spontanément proposé, effectivement, de venir tous les jours près d'elle. Enfin, ça me semblait tout à fait naturel. Je vous dis, elle nous a laissé parler pendant 1 heure le premier jour. Et puis après, je crois que c'est directement ou par téléphone, elle nous a dit qu'elle ne souhaitait plus notre présence. Une attitude que la famille de Mark Van Beers déplore. Mais dans un premier temps, les proches se montrent compréhensifs. À 26 ans, Aurore Martin vient de perdre l'amour de sa vie en plein voyage de noces. Dans les jours qui suivent, l'attitude d'Aurore Martin commence à intriguer la famille de Mark. Peu à peu, les doutes laissent place aux soupçons. Tout commence peu avant les obsèques de Mark Van Beers. Aurore insiste pour que le corps de son mari soit incinéré. Les parents Van Beers vont dire, mais nous, non, on ne souhaite pas que notre fils soit incinéré. Et là, très bizarrement, Aurore Martin va dire, si, on en avait parlé, ce qui est quand même étonnant, je veux dire, vous ne parlez pas de la perspective et de l'organisation de vos funérailles en voyage de noces. Et elle va dire, si, on en avait parlé, il y tient. Les Van Beers tiennent bon face à leur belle-fille et s'y opposent catégoriquement. Mark sera enterré sans être incinéré. Le jour des obsèques, Aurore surprend une nouvelle fois sa belle famille. Effondrée, la jeune veuve quitte l'assemblée avant la fin de la cérémonie. À partir de ce jour-là, les relations entre Aurore Martin et la famille Van Beers vont devenir de plus en plus compliquées. Elle a un comportement de rejet de la famille. Et ça, la mère a été terriblement surprise. De retour au domicile conjugal, Aurore Martin fait immédiatement changer les serrures. À sa belle-mère, qui souhaite récupérer des affaires de son fils, Aurore Martin oppose un non catégorique. Et elle va les bousculer, elle va bousculer violemment sa belle-mère, qui vient là juste pour rechercher, de mémoire, je crois que c'est le pull de son fils, un pull qu'elle lui a offert. Dans les semaines qui suivent, Aurore met en vente la maison de Mark, une jolie demeure bourgeoise en périphérie de Bruxelles. La vente lui rapporte une coquette somme, l'équivalent de 125 000 €. Et ce n'est pas tout. Puis on apprend aussi que dans le cadre de la succession, il y a des contrats d'assurance vie qui sortent de terre comme des champignons. Donc on se dit, c'est quand même étonnant. Mark Van Beers, en bon père de famille, a souscrit 6 contrats d'assurance vie pour mettre sa belle à l'abri du besoin. Au total, Aurore Martin va percevoir 475 000 € de primes d'assurance. Nous sommes 1 an après la mort accidentelle de Mark Van Beers. Pour les proches de la victime, trop de questions restent sans réponse. Pour comprendre ce qui s'est passé dans la nuit du 10 au 11 mai 1995, les parents de Mark saisissent la justice. Le dossier est confié à un juge d'instruction. Il débute son enquête en remontant dans le passé des 2 mariés. Un peu plus d'1 an avant l'accident, en avril 1994, Mark a 31 ans. Il est directeur financier dans un cabinet réputé de la banlieue bruxelloise. Il a une très bonne situation professionnelle et tout semble lui sourire, ou presque. Il n'a pas encore rencontré l'âme sœur. Il approche de la trentaine ou il a une petite trentaine et donc il a réellement envie de s'installer, de construire un foyer, d'avoir une relation sérieuse. Mark Van Beers et Aurore Martin se rencontrent pour la première fois dans un bar à Bruxelles. À l'époque, la jeune femme est démonstratrice à domicile. Elle fait du porte-à-porte pour vendre des planches à repasser. Un métier qui ne lui permet pas de gagner confortablement sa vie.
Entre Marc et Aurore, le coup de foudre est immédiat. Et Mark Van Beers va tomber follement amoureux d'Aurore Martin. On peut vraiment dire, ici on dit qu'il était bleu véritablement d'elle. Fou amoureux, Marc ne tarde pas à présenter Aurore à son entourage. Mais Aurore Martin était une jeune femme que l'on peut qualifier de spectaculaire. Le genre de femme qui ne passait pas inaperçue quand elle rentrait dans un restaurant. Elle était extrêmement jolie, extrêmement lumineuse. Au bras de sa belle, Marc affiche fièrement son bonheur nouveau. Aurore est radieuse, épanouie comme jamais. Une relation fusionnelle qui fait des envieux parmi les amis de Marc. Le cercle d'amis qui était autour des Van Beers et des deux frères Van Beers était extrêmement étonné. Elle qui était une jeune femme qui donnait un sentiment de dynamisme sportive, alors que Mark Van Beers était plutôt un supporter qu'un sportif. Quelques semaines seulement après leur rencontre, Marc et Aurore entament leur vie de couple. Ils s'installent dans la maison de Marc à Bruxelles, sous le regard attendri du clan Van Beers. C'est la future mère de ses enfants et la famille l'accueille avec cette perspective-là. Leur fils est très très heureux. Un an plus tard, Marc et Aurore décident de se marier. Lors des préparatifs, Aurore aurait imposé ses conditions. Au moment où ils vont rédiger leur contrat de mariage, leur convention matrimoniale, elle va demander à Mark Van Beers de déjà mettre la moitié de la maison à son nom. Ce qui est assez étonnant, et en même temps, Marc est amoureux, donc il va accepter. Le 11 mars 1995, Aurore et Marc se disent oui pour la vie. Le mariage est somptueux. La famille Van Beers est au grand complet, mais du côté d'Aurore, seule sa sœur jumelle est venue ce jour-là. Rapidement, la mère de Mark Van Beers, en tout cas, était un peu surprise de ce qu'elle ne parlait jamais de sa famille, de ce qu'elle disait qu'elle n'avait plus de parents, de ce qu'elle disait qu'elle était un peu mystérieuse. Aurore apparaît de plus en plus comme une jeune femme énigmatique aux yeux de sa belle famille. Les Van Beers se rendent compte que leur belle-fille ment, ou du moins s'arrange avec la vérité. Au départ, elle va essayer de dépeindre ses origines sociales comme étant peut-être plus privilégiées que ce qu'elles sont. Elle avait aussi dit qu'elle avait fait des études au Conservatoire royal de Liège. On n'a pas trouvé de trace d'une inscription d'Aurore Martin au Conservatoire royal de Liège. Nous sommes le 5 septembre 1996, soit plus d'un an après la mort de Mark Van Beers. Aurore Martin est convoquée par les enquêteurs au commissariat central de Bruxelles. Pour sa première audition, Aurore confirme ses déclarations passées. La jeune femme rappelle que le soir du drame avec Marc, ils ont dîné au restaurant et visité la chapelle. Puis, sur le chemin du retour, c'est l'accident. Juste avant le ravin, Aurore dit avoir ouvert la porte et réussi à sauter à temps. Elle a donné l'image de quelqu'un qui est profondément éploré, qui est au bord du suicide, je dirais, et avec une impression, enfin elle jouait très fort avec les affects, avec une impression qui moi, m'a sincèrement ébranlé. Les enquêteurs décident de poursuivre leurs investigations. S'agit-il d'un accident? Mark Van Beers aurait-il pu être assassiné? Le 8 octobre 1996, un an et demi après son décès, le corps de Mark Van Beers est autopsié. C'était une autopsie difficile, dans la mesure où il s'agissait déjà d'un corps avec des signes de putréfaction, donc déjà décomposé. Et ce qui était particulier, c'est qu'on notait déjà une ouverture de la boîte crânienne. Donc il y avait des fragments d'os du crâne qui n'étaient plus présents. Le légiste poursuit l'examen du corps de Mark Van Beers lorsqu'un nouvel élément attire son attention. Il faut savoir que normalement, quand vous fracturez un os, immédiatement, il y a du sang qui s'épand autour de la fracture. Et ici, donc, de nombreuses fractures, mais sans épanchement de sang. Ça nous a permis de dire au juge d'instruction que ces fractures
avait été encouru quand la personne était déjà décédée. C'était un cadavre au début de la chute et à la fin de la chute. Il n'est pas mort dans l'accident. Mark Van Beers n'est pas mort dans l'accident de voiture. Cette conclusion fait basculer l'enquête. Un mois après sa première audition, les enquêteurs souhaitent de nouveau interroger Aurore Martin. Mais elle est introuvable. Elle ne répond plus aux convocations de la police. Les enquêteurs décident de poursuivre leurs investigations en Corse. Pour la première fois, les autorités belges découvrent le lieu du drame. C'est le bout du monde, là. C'est le bout de la vie de Mark Van Beers. C'était... Il n'y avait plus rien après. C'est la chute. C'est l'abîme. C'est le lieu où cet homme est mort et il n'y a plus de traces de ça. Deux ans après la mort de Mark Van Beers, les enquêteurs débarquent en Corse. Sur les lieux de l'accident, ils tentent d'abord de retrouver des preuves matérielles, à commencer par la voiture. Les freins auraient-ils pu être sciés? La direction aurait-elle été sabotée? Pour s'en convaincre, les enquêteurs descendent la falaise à la recherche du véhicule. On ne retrouve pas le véhicule qui était incriminé. Donc, ils sont obligés de s'appuyer sur les témoignages de mes pompiers qui sont descendus avec moi et de moi-même pour expliquer dans quel état était le véhicule, comment il était positionné. Sans la voiture, la tâche des enquêteurs se complique. Ils décident alors de faire appel à un expert automobile pour reconstituer la trajectoire du véhicule avant la chute. Je vous amène bien sûr la route d'où circulait le véhicule, pour voir un petit peu la sortie de route qui avait été déclarée, etc. Un détail attire tout particulièrement l'attention de l'expert. J'ai pu voir à une trentaine de mètres un apic de la falaise où, si le véhicule fait sa sortie de route, normalement il tombe directement dans l'eau. En aucun cas, on ne doit le retrouver à l'endroit où il a été situé. À première vue, les analyses de l'expert contredisent les déclarations d'Aurore Martin. Selon ce spécialiste, la voiture aurait dû plonger directement dans la mer. Or là, le véhicule a été retrouvé par les secours, au bas de la falaise. L'expert soulève une autre incohérence par rapport à la thèse de l'accident. Selon les secouristes présents le soir du drame, en haut de la falaise, des arbustes et des genêts ont été arrachés. Cet indice prouve, selon l'accidentologue, que le véhicule a dévalé la pente à vitesse réduite. Une version totalement incompatible avec la sortie de route déclarée par Aurore Martin. Les conclusions de l'expert sont sans appel. Ma première impression, bien sûr, c'était que le véhicule avait été poussé du haut de la falaise. Mais ce n'est pas tout. En sautant du véhicule en marche, Aurore Martin serait tombée de plusieurs mètres. Or, le soir de l'accident, les secouristes n'observent sur son corps aucune trace d'une telle chute. Les lésions physiques qui étaient décrites étaient excessivement minimes. Donc c'était une série de mémoires d'abrasions que cette personne présentait. Mais il n'y avait pas de fracture, il n'y avait pas de grande plaie, on n'a pas dû faire de suture. Il n'est même pas question du fait qu'un pansement, un sparadrap, j'ai presque envie de dire, ait été apposé sur Aurore Martin. Les enquêteurs cherchent à présent à comprendre ce qui s'est passé dans les minutes qui suivent l'accident. Aurore a-t-elle pu trouver la force de descendre la falaise? Est-elle vraiment partie secourir Mark, comme elle le prétend? Jamais on n'aurait l'idée, dans le noir, de faire ce qu'elle a fait à pied. C'est ça qui me surprend le plus, c'est qu'on se dit elle doit vraiment y tenir à son mari pour être descendue. Aurore Martin est une championne d'escalade. Sportive de haut niveau, la jeune femme est intrépide. Rien ne prouve qu'elle ne soit pas réellement descendue jusqu'en bas. Pour les enquêteurs, c'est une fausse piste. Toujours sans nouvelles d'Aurore Martin, les policiers se concentrent désormais sur le passé de la jeune veuve. Qui est-elle vraiment? Quel secret se cache derrière ce visage énigmatique? C'est
quelqu'un qui n'a pas de réussite. Ni dans ses études, ni familiale. Je pense que c'est une fille qui a eu une enfance extrêmement difficile. À l'âge de 12 ans, les parents de la petite Aurore divorcent. Sa mère part en Allemagne, elle ne la reverra quasiment plus. Aurore va vivre ensuite avec son père et ses 2 sœurs, une vie de bohème. C'est un personnage assez bizarre, assez inquiétant. C'est un père qui manifestement n'a pas été très présent. C'est une fille qui a dû se débrouiller, entre guillemets, dans la vie. Il fait peur. Sur le plan affectif, vous vous dites, elle n'a rien eu, cette fille. Rien. À 18 ans, Aurore quitte le domicile familial, des rêves plein la tête. La jeune femme veut devenir mannequin. Elle enchaîne les concours de beauté, mais sans grand succès. Elle se tourne vers le monde de la nuit. Et on verra qu'elle a, à un certain moment, travaillé dans des cafés qui n'étaient pas des cafés simples, disons. Aurore Martin a un passé d'hôtesse dans un bar. Hôtesse dans un bar à champagne, son métier consiste à pousser les clients à la consommation, allant même parfois jusqu'à jouer les escort girls. Elle va travailler comme prostituée dans un réseau d'escorte. Aurore a alors 24 ans et vit de ses charmes. Un jour de février 1993, alors qu'Aurore se rend à son club d'escalade, elle va faire une rencontre déterminante. Peter Schmidt. Il est riche, jeune, beau et féru d'alpinisme, comme elle. Dès le premier regard, c'est le coup de foudre. C'est un beau garçon, il fait tomber toutes les filles, c'est un macho, il adore les voitures, les belles filles, l'argent, et donc il n'a aucun problème de ce côté-là. C'était quelqu'un qu'on remarquait presque tous les jours, en fait, parce qu'il était assez excentrique. Il se déplaçait souvent pieds nus. Aux côtés de Peter, Aurore Martin tourne enfin la page de ses années de galère. Il a 23 ans, elle en a 24. Ils filent le parfait amour, une histoire presque trop belle pour être vraie. En fouillant dans le passé de Peter Schmidt, les enquêteurs découvrent un fait inhabituel pour un garçon de son âge. Peter Schmidt est veuf. Sa femme est morte dans des circonstances que nous allons maintenant vous raconter. Nous sommes 2 ans plus tôt. Peter Schmidt a 21 ans. Il est caporal dans l'armée allemande, détaché dans une organisation internationale basée en Belgique. Peter Schmidt est un fêtard invétéré. Lors d'une virée avec des amis, il fait la connaissance d'une jeune étudiante belge. Une jolie blonde prénommée Ursula Deschamps. 3 mois plus tard, Peter lui passe la bague au doigt. Une relation express qui va déraper tout aussi rapidement. Très vite, en fait, Ursula va se rendre compte que Peter Schmidt, il ne se contente pas d'une seule femme, il a des aventures, donc la relation est assez compliquée. Le jeune Peter Schmidt n'est pas le genre d'homme à se satisfaire d'une seule femme. Un jour, en débarquant à l'improviste, sa jeune épouse l'aurait surpris dans son lit, avec une autre femme. Folle de rage, elle claque la porte. Peter finit par la rattraper et la convainc de rester. La jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Ursula va se rendre compte que Peter magouille, il a des petites affaires dans les voitures, il a des escroqueries à l'assurance. On ne sait pas très bien ce qu'il fait et Ursula s'en méfie. Dans le jeune couple, un climat de tension s'instaure. Peter Schmidt se montre de plus en plus agressif. Il était violent, ouais. Mais pas d'une violence, c'est-à-dire ce sont des crises de violence. Il partait très vite à commettre des actes assez violents. Sous ses airs de playboy au cœur tendre, Peter Schmidt est capable de crises d'une rare violence. Sa belle-sœur en a un jour été témoin. On a entendu plein de bruit et claquer la porte. Et quand il a claqué la porte, on est sorti, il avait tout cassé. Il était vraiment devenu quelqu'un d'autre.
6 mois seulement après leur mariage, Peter et Ursula veulent divorcer. Nous sommes le 29 août 1992, en début de soirée. Là, Peter Schmidt va, à un moment donné, selon sa version, emmener Ursula en voiture, soi-disant pour lui apprendre à conduire. Ça paraît surprenant. Ursula vient lui annoncer son intention de divorcer, mais elle accepterait d'aller avec lui en voiture pour apprendre à conduire. Vers 21 h, Peter et Ursula se dirigent vers le canal de Nimi, un endroit calme, tranquille, propice à l'apprentissage de la conduite. Peter est au volant et, comme à son habitude, il roule à grande vitesse. Voilà, le véhicule descendait de là, a franchi le filet d'eau pour passer directement, d'après ses déclarations, pour directement plonger dans l'eau. Il ne pensait pas que le bord de l'eau était aussi près qu'il ne le croyait, quoi. Donc il a plongé dans l'eau vraiment d'une façon accidentelle. In extremis, Peter réussit à s'extraire de la voiture sans pouvoir porter secours à sa femme, qui sombre avec le véhicule. Il dira même qu'il a frôlé sa main mais qu'il n'a pas réussi à l'attraper. La famille d'Ursula n'a pas le moindre doute. Pour eux, c'est clairement un meurtre. Mais pour la justice belge, c'est un accident de la route. Elle conclut que Peter Schmidt a perdu le contrôle de son véhicule. Il sera condamné à 3 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. L'affaire est close. Peter Schmidt ne pourra plus être rejugé pour les mêmes faits. Comment alors ne pas voir des similitudes entre l'accident dans le canal en Belgique et celui de Mark Van Beers 3 ans plus tard en Corse? Pour les enquêteurs, il faut d'urgence retrouver Aurore Martin et son ancien compagnon, Peter Schmidt. Un mandat d'arrêt international est lancé à leur rencontre pour homicide. Ils deviennent suspects numéro 1. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent. À ce stade de l'enquête, la police va enfin comprendre pourquoi Peter Schmidt est riche, si riche. On va s'apercevoir que Peter Schmidt a encaissé une assurance de l'ordre de 3 millions de francs français de l'époque. Assurance vie contractée sur la tête de sa jeune épouse qui, je vous le rappelle, n'a que 22 ans à l'époque. Alors que son couple battait de l'aile, Peter s'était rendu en Allemagne pour souscrire une assurance vie quelques semaines avant le drame du canal. Au décès de sa femme, Peter Schmidt va donc empocher plusieurs centaines de milliers d'euros. Une somme qui lui permet de vivre confortablement et de séduire la belle Aurore. Un amour qui va durer pendant 1 an. Début 1994, pour une raison inexpliquée, Peter et Aurore se séparent. C'est à ce moment-là que la jeune femme décide de s'inscrire dans une agence matrimoniale. Dans son annonce, elle fait le portrait de son homme idéal. 4 adjectifs. Gentil, riche, pas gros et propriétaire. Voilà ce que cherchait Aurore Martin en s'inscrivant dans une agence matrimoniale. Avril 1994. C'est le début de la relation entre Mark Van Beers et Aurore Martin. Quelques semaines passent. La jeune femme va souscrire un contrat d'assurance vie sur la tête de son nouveau compagnon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce contrat est conclu en août 1994. Donc c'est 4 mois après la rencontre de son époux, avec des sommes qui sont quand même importantes. Plus intéressant encore, ce contrat, Mark Van Beers n'en aurait jamais eu connaissance. Aurore Martin l'aurait signé à son insu avec une clause particulière. La prime est doublée en cas d'accident. La signature du contrat a été authentifiée comme étant pas celle de Mark Van Beers. Donc Aurore Martin nous dira qu'elle a signé à sa place parce que ce jour-là, il avait une tendinite du poignet.
Effectivement, Mark Van Beers y avait souscrit. L'agent d'assurance a confirmé qu'effectivement il en était bien ainsi, qu'il en était parfaitement au courant et que le doublé en cas d'accident était une clause habituelle de tous les contrats d'assurance vie. Et que ça n'avait pas été sollicité de manière spécifique par Madame Martin. La suite est connue. Marc et Aurore se marient moins d'1 an après leur rencontre. Puis c'est le voyage de noces en Corse. Et l'accident. Dans les semaines qui suivent, Aurore Martin empoche l'argent des assurances vie, vend la maison et disparaît. Mais la jeune veuve ne reste pas seule bien longtemps. Deux mois seulement après la mort de Mark Van Beers, les enquêteurs retrouvent sa trace au Luxembourg. Dans une banque, elle ouvre un compte pour y placer ses économies. 475 000 €, l'argent des assurances vie. Deux personnes ont accès à cet argent, elle-même et un certain Peter Schmidt. Les deux amants sont de nouveau réunis et vivent la belle vie à Miami, en Floride. Appartement de rêve, voiture de luxe, yacht de 29 mètres. Ils avaient loué un appartement pas très loin de chez Madonna. Ils menaient grands trains, ils avaient une vie mondaine, etc. Vraiment, l'image rêvée des magazines pour adolescents attardés. Pendant près de 2 ans, les amoureux vivent dans l'insouciance. Quand un article, publié dans un grand journal français, met fin à cette vie rêvée. La presse les surnomme les amants diaboliques. Aurore et Peter, se sentant traqués, ils basculent dans la clandestinité. Ils vont donc changer leur physionomie, ils vont lui acheter, va porter la barbe, des lunettes, etc. Aurore Martin va teindre ses cheveux. Il y aura d'ailleurs des photos pour des faux papiers qui vont être trouvés. Avec leur nouveau look, Peter et Aurore multiplient les précautions. Désormais, appartements et voitures sont loués sous de faux noms. Et les coups de fil passés uniquement depuis des cabines téléphoniques. La police belge et les autorités américaines travaillent main dans la main. En plaçant certaines cabines téléphoniques sous surveillance, la police fédérale américaine finit par piéger Peter Schmidt. Quand les policiers l'arrêtent, ils commencent par leur proposer de l'argent. Ils disent « J'ai de l'argent sur moi, laissez-moi partir ». Donc, il n'aime pas la prison, ce garçon. En tout cas. Aurore Martin est arrêtée 2 jours plus tard. Nous sommes en novembre 1997, plus de 2 ans et demi après la mort de Mark Van Beers. Placés en préventive, dans une prison américaine, les amants diaboliques vont multiplier les recours pour éviter l'extradition. Il a tout essayé. Je crois qu'il a fait tous les recours possibles. Ça a duré très longtemps entre le moment où il a été arrêté physiquement et le moment où il a été extradé en Belgique. Arrivé ce midi à Bruxelles du couple surnommé les amants diaboliques. 12h56 ce midi à Bruxelles National. 3 décembre 1998. Au terme d'une interminable bataille judiciaire, Aurore Martin et Peter Schmidt sont de retour en Belgique. Interrogée par les enquêteurs, Aurore refuse de collaborer. Aurore Martin va se retrancher derrière son droit au silence. Et elle va dire que tout ce qu'elle déclare se retourne de toute façon toujours contre elle. Donc ça ne lui profite pas du tout de communiquer avec les enquêteurs. Peter Schmidt, lui, balade les policiers. Il leur raconte des histoires invraisemblables, à la limite de la mythomanie. Alors on savait qu'il était mythomane. Donc on s'est dit, il va nous embarquer dans des histoires invraisemblables pour justifier sa présence ou sa non-présence ou ses activités ou son emploi du temps. Voilà, en fait, c'est ce qui s'est passé tout au long de ces interrogatoires, c'est qu'on avait toujours des invraisemblances dans ce qu'il disait. Le refus de coopérer des deux amants complique la tâche des policiers. Tout semble accuser Peter et Aurore, mais à ce stade de l'enquête, la police bute sur l'absence de preuves matérielles. Rien ne permet de prouver avec certitude que ceux que la presse surnomme les amants diaboliques
sont bien à l'origine de la mort de Mark Van Beers. Un coup de téléphone anonyme va faire basculer l'enquête. Ce témoin anonyme va finalement être identifié. Il s'agit de Madame Fabienne Lefebvre, qui est l'amie, la compagne du père d'Aurore Martin. Fabienne Lefebvre est une proche d'Aurore Martin. Elle vit depuis plusieurs années avec son père. Naturellement, dans les jours qui suivent le drame, Fabienne se presse au chevet d'Aurore pour la soutenir dans cette difficile épreuve. Ce jour-là, Aurore lui aurait fait une confidence. Je suis rentrée dans la chambre et c'est là où j'étais très étonnée. J'ai vu Aurore qui riait. Je me suis demandé, j'ai posé la question à mon mari, j'ai fait une crise de nerfs, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et alors là, elle m'a dit non, 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 je suis bien, je suis bien, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Je comprenais pas, je pouvais pas comprendre. Et c'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi? Parce que j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Folle de joie, Aurore aurait livré à Fabienne, sa belle-mère, tous les détails de cette incroyable machination. Elle aurait dit à Fabienne que le cerveau de l'opération était Peter Schmidt et qu'il se serait occupé de tout. Selon les déclarations de Fabienne, le soir du drame, Peter aurait arrêté le véhicule avec des complices, 3 amis allemands. Ils auraient tabassé Mark Van Beers à coups de batte de baseball. Il lui aurait éclaté le crâne jusqu'à ce que mort s'ensuive. Toujours selon Fabienne, le corps de Mark aurait été replacé dans la voiture, puis poussé du haut de la falaise pour terminer 140 mètres plus bas. Ce témoignage est capital, accablant pour Peter Schmidt. Les enquêteurs cherchent à retrouver les complices. Sans succès. C'est de nouveau l'impasse. En fait, ça n'a jamais été prouvé qu'il y avait des complicités et ça ne colle pas avec la personnalité de Schmidt qui est un être solitaire. Et il faut se dire aussi que s'il y a complice, il y a partage du butin. Et ça, c'est pas dans les cordes de Schmidt de partager. La piste des complices est abandonnée. Quel crédit alors accorder à ce témoignage de Fabienne Lefebvre, la belle-mère d'Aurore Martin? Pourquoi cherche-t-elle à l'accabler alors que les deux femmes ne s'entendent pas? Qui peut croire que quelqu'un qui aurait été aussi machiavélique pendant des années, se serait battu pour n'avoir aucun contact avec qui que ce soit, ne pas montrer de contact avec M. Schmidt, aurait été dire dans son lit à Fabienne Lefebvre avec laquelle elle ne s'entendait pas, « Ma chérie, j'ai gagné ». Qui peut croire ça? Le témoignage de Fabienne Lefebvre est d'autant plus fragile qu'il intervient tardivement. Pourquoi un témoignage anonyme? Pourquoi Fabienne Lefebvre n'est-elle pas allée voir la police plus tôt? Sur ces 2 points, Fabienne Lefebvre dira tout simplement qu'elle avait peur, qu'elle se sentait menacée par Peter et Aurore. La seule vraie question, pourquoi a-t-elle dit des choses qui ne sont pas réelles? Pourquoi a-t-elle menti? Dans quel but a-t-elle menti? Qu'est-ce qu'elle avait à cacher? Qu'est-ce qu'elle voulait gagner? Ça, c'est peut-être les éléments qui pourraient nous intéresser. Une accusation, quand elle n'est pas confortée, ou quand vous n'avez jamais pu la contredire de manière réelle, mais elle doit être écartée. Le témoignage de Fabienne Lefebvre sera finalement écarté par la justice belge. En Allemagne, les investigations se poursuivent chez les proches de Peter Schmidt. Chez un de ses frères, il découvre des indices compromettants. Des cartes postales de Corse. Plus gênant encore, des photographies de carcasses de voitures. Ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est quand même assez troublant. Mais ça reste toujours des photos troublantes. Ces clichés et ces cartes postales datent de l'automne 1994, 6 mois avant la mort de Mark Van Beers. S'agit-il d'une coïncidence ou d'un voyage de repérage? Et le soir du drame, où était Peter Schmidt? Aurait-il pu être en Corse? Aurait-il pu provoquer l'accident pour se débarrasser de Mark Van Beers? Face aux enquêteurs, Peter Schmidt est incohérent. Il nous a donné moult détails, et des détails, et des détails, et des détails sur les mois précédents, mais il stoppe
Il stoppe le 30 avril, point. Et là, on n'en plus rien. Donc on ne sait toujours pas où il était au mois de mai, quoi. 4 ans après les faits, la mort de Mark Van Beers reste un mystère. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, la justice procède à une reconstitution. Le 16 juin 1999, Aurore est extraite de sa cellule. La reconstitution a lieu à l'aéroport de Bruxelles. Elle est filmée par les caméras des enquêteurs. Nous nous sommes procuré ce document exceptionnel. On y voit Aurore Martin, reconstituant pour les besoins de la justice son propre rôle, le soir du drame. Moi, je vous demande simplement si vous êtes prête à faire ce que les experts vous demanderont de faire pour vérifier certaines choses sur base de vos déclarations. Je peux essayer. Les tests sont effectués à des vitesses n'excédant pas 35 km/h. Aurore Martin doit ouvrir en grand la portière d'une voiture en marche, comme si elle devait sauter. Elle n'y est jamais parvenue. Et là, elle savait qu'elle devait sortir de la voiture, ce qu'elle ne savait pas au moment de l'accident en Corse, forcément. Désemparée, Aurore Martin tente de se justifier auprès des enquêteurs. C'est des sensations, monsieur Van der Merwe. J'ai une position bizarre, mais je ne saurais plus vous dire. Je n'ai aucune notion. Je ne saurais plus vous dire. J'ai aucune notion que je puisse expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai aucune notion. Elle va s'énerver, elle va commencer à pleurer en disant « mais je n'y arrive pas, je ne sais plus ». On va recommencer un nombre incalculable de fois. Elle va jamais y arriver. Laissez-moi s'il vous plaît 2 minutes, s'il vous plaît. Laissez-moi 2 minutes sortir, je ne vais pas m'évader, je ne vais pas aller nulle part. Je veux qu'on me laisse 5 minutes tranquille. Techniquement, pour moi, cette reconstitution, c'est du grand n'importe quoi. Aller demander à quelqu'un qui était apparemment en pleine forme au moment des faits, qui est à bout de nerfs, qui sur le plan physique est clairement, quasiment au bout du rouleau, quelques années plus tard, aller lui demander de s'extraire du véhicule, mais ça rime à quoi? Ce ne sont plus du tout les mêmes circonstances. Sous la pression des caméras de la justice, des enquêteurs, des experts, du juge, Aurore Martin craque. Elle est à bout de nerfs quand elle se tourne vers un homme qui va voler à son secours. Ici, il y a une tourne à droite. Cet homme, c'est Peter Schmidt, l'amour de sa vie. Ça veut dire vous faire une coupe et quand même la voiture, les pneus sont à l'état. Oui, donc vous voulez que l'angle soit un peu moins fort. Je veux dire. C'est quand même étonnant, ce garçon qui n'a rien à voir là-dedans, qui dit depuis le début « moi je n'y étais pas ». Pourquoi va-t-il à ce point prendre le contrôle de la reconstitution? Il donnait un luxe de précision, il faisait recommencer la scène, il demandait qu'on refilme, il donnait des explications comme s'il était ingénieur en chef dans un centre d'aérodynamique des voitures. Au terme de cette reconstitution, les enquêteurs sont persuadés que Mark Van Beers n'est pas mort dans un banal accident de la route, mais qu'il a bel et bien été assassiné. De leur côté, Aurore Martin et Peter Schmidt clament leur innocence. Au procès, ils comptent bien prouver qu'ils sont victimes d'une erreur judiciaire et d'une machination médiatique. Dès leur entrée dans le box des accusés, on n'entend plus que le cliquetis des appareils photo. Peter Schmidt et Aurore Martin apparaissent au grand jour devant les caméras de télévision. Aurore Martin se présente les traits tirés, amaigrie, épuisée par 4 années de détention préventive. On a vu arriver une petite dame blonde qui avait, je crois, 32 ans à l'époque du procès, qui en faisait 10 ou 15 de plus, qui n'a pas arrêté de pleurer pendant le procès et qui surtout disait « Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous me voulez ?» De son côté, Peter Schmidt affiche une mine superbe. En ce premier jour d'audience, il apparaît sûr de lui, presque détaché,
comme si ce procès n'était pas le sien. Peter Uwe Schmidt au procès a étonné tout le monde. On tombe sur une sorte de gendre parfait, chemise, pull, bien coiffé, élégant, et surtout connaissant presque parfaitement le français alors qu'il est allemand. Et donc il va prendre la parole à la fin de la première journée en disant « je vais faire l'effort de parler français pour les membres du jury afin qu'ils puissent rentrer plus tôt chez eux pour s'occuper de leurs enfants ». Je me souviens très très bien de cette phrase et je me suis dit « waouh, là il est fort ». Rapidement, Peter Schmidt prend les choses en main. Il n'a rien accepté comme accusation. Il a tout démonté. Il faut bien dire qu'il a fait un travail, j'allais presque dire, d'avocat extraordinaire. Il était fâché qu'on ne soit pas convaincu de la justesse de ses explications, alors que c'était si précis et si bien trouvé. Je pense d'ailleurs que ça l'a handicapé finalement à la longue dans le procès. Le témoin clé du procès est attendu à la barre. Il s'agit de Fabienne Lefebvre, la belle-mère d'Aurore Martin. En Belgique, tout le monde la connaît. Son témoignage, diffusé à la télévision, à une heure de grande écoute, accable ouvertement les amants diaboliques. J'ai vu Aurore et alors là, elle m'a dit « j'ai tué mon mari ». Fabienne Lefebvre va-t-elle oser affronter Aurore Martin? Face à la cour, va-t-elle réitérer ses graves accusations? Elle passe une émission où on la voit en guest star et cette dame n'est jamais venue. Alors c'est facile de se mettre en avant dans certaines circonstances, mais vous seriez content, vous, que, ayant été accusé comme ça, à aucun stade de la procédure, vous ne puissiez la contredire. Le seul témoignage vraiment à charge, celui de Fabienne Lefebvre, qui dit avoir recueilli les aveux d'Aurore Martin, eh bien, il n'est pas crédible. Avec ce témoin clé qui refuse de se présenter, la défense d'Aurore Martin et de Peter Schmidt marque des points. Les avocats des amants diaboliques s'apprêtent désormais à abattre une carte maîtresse. Une nouvelle expertise qui contredit les premières analyses du médecin légiste. Selon l'expert de la défense, Mark Van Beers aurait très bien pu faire un malaise juste avant l'accident. S'il était mort avant que la voiture ne tombe dans le ravin, il a pu perdre la vie seulement quelques secondes avant la chute de la voiture dans le ravin. Éventuellement un arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque qui survient au moment de la voiture, ça peut arriver, on en perd le contrôle, la voiture tombe dans le ravin. Mark Van Beers, victime d'une crise cardiaque au volant de sa voiture. Une hypothèse qui, à ce stade du procès, pourrait faire tomber toute l'accusation. Et là, donc, j'ai répondu non, que même dans cette hypothèse-là, on aurait dû retrouver du sang autour des fractures. Donc ça ne collait pas, en fait. Mais c'était une bonne hypothèse, c'était assez habile de leur part. Face à la cour, le médecin légiste conteste l'expertise de la défense. Il maintient ses conclusions et écarte la thèse de l'accident. Les jurés doivent à présent examiner l'emploi du temps de Mark Van Beers et d'Aurore Martin le soir du drame. Aux enquêteurs, Aurore Martin prétend avoir dîné avec son mari dans un restaurant sur le port de Calvi. Mais lors de l'autopsie, le médecin légiste a constaté que Mark Van Beers était à jeun. Aurore Martin a-t-elle menti? Que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Le fait que l'estomac à l'autopsie était vide ne permettait pas de corroborer la thèse d'Aurore Martin d'un repas pris au restaurant peu avant la chute de la voiture. Et tout le monde à ce moment-là comprend que même sur le récit du dernier dîner avant l'accident, Aurore Martin ment. Or, c'est la femme amoureuse qui vient de vous dire qu'elle est là au restaurant avec l'homme qu'elle aime et qui partage un dîner aux chandelles. Mais elle ment. Elle ment, ils n'ont pas mangé. Le médecin légiste dit il n'y a rien dans l'estomac de M. Van Beers. Après 2 semaines d'un procès sous haute tension, la cour d'assises de Bruxelles se retire pour délibérer. Peter Schmidt et Aurore Martin continuent de clamer leur innocence. La famille de la victime réclame la condamnation des amants diaboliques pour l'assassinat de Mark Van Beers. Le plus extraordinaire dans l'histoire qui était évoquée devant cette cour d'assises, c'est qu'il n'y a pas de preuves.
C'est tout le drame de ce procès. Après seulement 2 heures de délibération, les jurés reviennent pour prononcer le verdict. Moi, l'image, c'est quand même d'avoir des jurés qui étaient avec les larmes aux yeux. J'ai pas vu ça souvent. Donc je crois qu'il y a eu une sérieuse discussion. Malgré les zones d'ombre, le verdict est sans appel. Aurore Martin et Peter Schmidt sont condamnés pour meurtre, avec préméditation. Et donc le jury a tenu ce raisonnement qui consiste à dire la seule explication, c'est qu'ils sont évidemment co-auteurs de la mort de ce malheureux Van Beers. Aurore Martin est condamné à 15 ans de prison ferme. Peter Schmidt, lui, considéré comme le cerveau de l'affaire, est condamné à 20 ans de prison. Après 11 ans derrière les barreaux, Peter Schmidt a retrouvé la liberté. Pour Bernard Larivière, l'enquêteur qui a longuement travaillé sur l'affaire, la page est difficile à tourner. Pour nous, c'est un psychopathe. Il est prêt à tout pour avoir de l'argent. Aurore Martin a elle aussi été libérée. Les 2 amants vivraient de nouveau ensemble et tenteraient de se faire oublier. Cette femme a purgé sa peine, elle a le droit aussi de tourner la page, elle a le droit d'essayer de trouver du travail et pas d'être poursuivie par cette affaire. C'est un dossier rangé, archivé. Pour elle, elle a le droit de vivre. Dans cette affaire, un mystère demeure. Dans quelles circonstances Mark Van Beers est-il mort? Une question qui reste à ce jour sans réponse pour la famille. Encore aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire comment Mark Van Beers est décédé. C'est difficile pour l'avocat, c'est rien comparé à la tristesse et à la peine de la famille Van Beers. Eux vivent avec ça.